Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Johanna. Son handicap n'a pas empêché Charles-Henri de tomber fou amoureux d'elle il y a 1 an et demi. Je ne comprenais pas qu'on puisse aimer quelqu'un de dépendant pour tout. Je me suis rendu compte que c'était possible d'être aimé, que c'était possible de vivre quelque chose, au moins. De fort. Bon, voilà, ouais. Je pense que la maladie est un peu moins difficile parce qu'il y a l'amour en plus. Et aussi l'histoire de Dorine. Malgré son fauteuil roulant et grâce à l'amour de Bruno, elle a retrouvé la joie de vivre et celle de devenir maman. D'avoir donné la vie, vraiment, c'est... Après l'accident, vraiment, c'est le cadeau le plus merveilleux que je pouvais recevoir, quoi. Et c'est Bruno qui me l'a fait ce cadeau. J'ai eu le sentiment d'enfin de redevenir l'égale des autres femmes. Bon, une femme qui reste handicapée, mais une femme beaucoup plus complète qu'auparavant. Bonjour à tous. Mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Bonjour à nos invités. Et merci pour eux et tous ces applaudissements. Alors, dans une société qui fait l'apologie de la beauté, qui valorise la perfection du corps, comment séduire lorsqu'on n'est pas dans la norme, lorsqu'on en est loin, lorsque l'on est handicapé? Nos invités d'aujourd'hui sont tous posés cette question. Va-t-on pouvoir m'aimer malgré le handicap? Vais-je pouvoir construire une vie de couple, avoir des enfants, comme tout le monde? Les couples que je reçois aujourd'hui sont des couples mixtes, un peu particuliers. L'un est en fauteuil et l'autre sur ses pieds. Et pourtant, ils sont tombés follement amoureux l'un de l'autre. Ils ont dû ensemble apprendre à composer avec le handicap, à faire en sorte que cette différence physique n'empoisonne pas leur vie de couple. Un défi qui n'est pas facile tous les jours à relever. Je demande d'accueillir chaleureusement tous nos invités. Bonjour à tous et bienvenue. Dorine, vous êtes devenue paraplégique à l'âge de 16 ans, à la suite d'un accident d'avion. Est-ce que, 16 ans, c'est quand même un âge charnière, vous imaginiez quand même votre vie amoureuse plus tard, à l'époque? Une fois que j'étais handicapée, oui. J'étais complètement anéantie. Je pensais que personne ne pourrait m'aimer avec mon handicap, quoi. Pour moi, je vivais au jour le jour et ma vie s'est arrêtée le jour où j'ai eu cet accident. À 16 ans, comment on peut se dire des choses pareilles concernant son avenir? Parce que je ne me voyais pas grandir, évoluer, handicapée. C'était terrible, j'étais complètement inhibée. Voilà, quoi. Pour moi, je n'avais plus d'avenir. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'en ai beaucoup souffert. J'ai 32 ans. 32 ans. Et depuis, vous avez un bébé? Oui. Qui a quel âge? Qui a 6 mois. Et un amoureux qui est fou de vous? J'espère, oui. Vous y croyez aujourd'hui? Ah oui, j'en suis convaincue. Pascal et Christine, bienvenue parmi nous. C'est pas aussi facile pour vous de vivre votre vie amoureuse. Vous avez épousé Christine en 95, Pascal. Vous étiez déjà dans un fauteuil à l'époque? Oui et non, dans le sens où je pouvais pallier parfois avec des béquilles à une station debout, mais c'était vraiment limité. Le handicap est venu progressivement, Christine? Comment ça a empoisonné votre vie de couple à tous les deux? Non, dans un premier temps, ça n'a pas empoisonné ma vie parce que c'était un homme qui était assis. Donc il était très, très autonome. Mais c'est vrai qu'après plusieurs opérations, il est devenu très handicapé, très lourdement. Et là, c'est difficile, parce que des problèmes sont apparus auxquels je n'étais pas préparée, dont l'incontinence. Et là, ça a été très, très difficile. De vous occuper de votre mari aujourd'hui? Non, ce n'est pas de m'occuper de lui, ce n'est pas forcément... C'est l'image que vous avez de lui? C'est l'image, voilà. C'est quelque chose qui est difficile. Et vous en êtes où de votre relation d'amour, de votre point de vue à vous? Je recherche de la tendresse et de la tendresse. De la tendresse, l'affection. Ça vous fait mal d'entendre ça, j'ai l'impression. Oui, quand même. C'est une recherche, mais je ne suis pas effectivement, comment on peut exprimer ça, je ne suis pas violent. Je ne suis pas violent dans la demande. Ah, oui. Dans la demande. C'est-à-dire que plus je dans ne suis l'attente. Voilà, tout à fait. Plus dans l'attente, Christine. Oui. Je vous présente vos invités dans un instant qui sont à vos côtés. Francine est avec nous aussi. Bonjour Francine, on s'est salué juste avant l'émission. Vous êtes atteinte d'une maladie orpheline. Vous avez pris ça assez récemment en fait. Oui. Vous étiez déjà bien avancée dans votre vie de femme, c'était en 2001. Vous étiez en couple à l'époque? Oui. Depuis longtemps? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Oui. Vous saviez comment la maladie allait évoluer? Oui, parce qu'il me l'a dit tout de suite, il était médecin. Votre conjoint? Oui. Vous n'êtes plus imaginé pouvoir continuer à vivre avec cet homme immédiatement après la connaissance de ce problème? Oui, très vite. Très vite, je me suis dit, je vais devenir complètement dépendante, grabataire. Ça va venir progressivement, évidemment, pas d'un jour à l'autre. C'est un problème de relation avec lui ou c'est un problème d'abord d'estime de vous-même? D'estime de moi-même. Oui.
C'est-à-dire que je n'aurais pas accepté me voir me dégrader. Dans ses yeux à lui? Oui, et dans mes yeux aussi à moi. Alors, vous l'avez quitté, et puis il a insisté, vous êtes revenu, et puis vous l'avez requitté. Et j'ai requitté. Et vous nous direz comment vous envisagez l'amour aujourd'hui, parce que pas question pour qui que ce soit de faire une croix sur l'amour. Ah non, pas du tout. Pas question. Comment ça se prononce votre prénom? Johanna. Johanna. Avec un Y? Non, avec un I. Avec un I, pas avec un L en tout cas. Ah non. Comment ça se passe votre histoire d'amour à tous les deux? Ah bah ça se passe avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, malgré la maladie qui évolue très vite. Vous avez quoi, envie de profiter de la vie, de tous les moments qui vous sont proposés? Bah, je préfère avoir une vie qui est courte mais qui est intense plutôt que longue et pénible. Donc, Comment vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre? Dans quelles circonstances? C'est lors d'une rencontre, en fin de compte, où je venais lui apporter du matériel médical. Et j'ai vu arriver une personne en fauteuil roulant manuel à l'époque, avec un sourire, mais alors, qui m'a fait craquer énormément. Et puis une vitalité, une force de vivre, un humour qui m'a aussi séduit. Et je suis carrément tout de suite tombé amoureux de Johanna. Vous avez des enfants par ailleurs? Vous étiez en couple à l'époque? Non, j'étais divorcé. Divorcé, ouais. Vous aviez déjà fait la cour à une personne en fauteuil? Parce que vous vendiez du matériel médical. Non, jamais, mais en fin de compte, j'ai pas voulu faire la cour, si vous voulez, c'était le coup de foot, tout simplement. J'ai vu arriver Johanna, effectivement, et je suis tout de suite tombé amoureux. Donc après, on a continué à se revoir un peu, et puis elle aussi, puis ça s'est fait naturellement, je dirais, comme deux personnes qui peuvent s'aimer. Vous avez posé des questions avant de dire oui à ce monsieur? bah, moi, je ne pensais pas qu'on pouvait m'aimer, en fait. Disons que ce n'est pas des questions que je me suis posées, c'est-à-dire que je restais beaucoup la tête dans le guidon à me dire rééducation, handicap, démarches administratives, démarches financières, tout ça. Et je ne pensais pas qu'on pouvait m'aimer en fauteuil. Vous aviez eu des amoureux avant cela? Bah oui. Valide, invalide? Valide, et invalide, mais quand j'étais déjà en fauteuil. Mais sinon, quand j'étais valide, non, j'ai eu des amoureux valides et ça se passait très bien. Et combien de temps vous êtes ensemble aujourd'hui? Ça fait 1 an et demi maintenant. Et ouais. Depuis 1 an et demi, vous êtes donc en couple. Il s'agit véritablement d'un coup de foudre de Charles-Henri pour vous-même. Et puis, bon, la relation d'amour s'est instaurée entre vous deux ensuite. Depuis ce premier regard, rien n'a changé, même si Charles-Henri doit vous aider pour les moindres gestes du quotidien. Pour tout. On sent beaucoup de liens, même de sensualité, de complicité entre vous deux. Et c'est un véritable ravissement à regarder. Merci. Fasse certains soins parce qu'il y a de l'amour dans ce qu'il fait, c'est pas que du technique et ça rend le soin moins pénible en fait. Bah, ça me rassure en fait. Johanna est atteinte d'une maladie neuromusculaire qui la prive en grande partie de l'usage de ses membres. Malgré son handicap, Charles-Henri est tombé fou amoureux d'elle il y a 1 an et demi. Et puis moi, j'aime bien aussi m'occuper un petit peu de l'amour de moi, comme on dit, tous les deux. Ouais. Parce que j'attends qu'elle soit aussi élégante, belle, et si je peux y contribuer, ça fait partie aussi de notre relation de couple, tout ça. Ouais. Dans les gestes de tous les jours, Johanna a besoin d'aide, mais elle préférerait qu'il existe une vraie frontière entre l'amoureux et la personne qui l'aide à manger. Me donner à manger, je crois que je préfère que ce soit l'auxiliaire de lui en fait. J'ai du mal à mettre la casquette de l'amoureux quand c'est pour me donner à manger parce que j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble en fait. J'aime pas être en fin de compte, quand je suis avec elle, un spectateur. Je préfère être un acteur avec elle sur tous ces gestes-là, même ces gestes-là, parce que ça nous permet d'être ensemble. J'aimerais, moi, être d'égal à égal d'un point de vue concret et physique et réel. Et je me sens pas d'égal à égal quand les personnes sont pas rémunérées pour, en fait. Parce que c'est un peu comme ça que... Et ma rémunération à moi, c'est ce qu'on dit tous les deux. C'est l'affectif, je suis d'accord avec toi. Johanna tient à sortir tous les jours pour s'aérer. Aujourd'hui, elle profite de la promenade pour revenir sur le début de son histoire avec Charles-Henri. C'est plus parce que je suis dépendante que je pensais que tu te moquais de moi parce que je ne comprenais pas qu'on puisse aimer quelqu'un de dépendant pour tout.
Moi, je sais que ça m'a jamais posé de problème. C'est pas le handicap ou la maladie ou le fauteuil dont je suis tombé amoureux. C'est de la fille, c'est du personnage, c'est du caractère. En fait, je suis bien dans l'eau. J'ai moins mal aux muscles. J'ai plus de mouvements possibles et le corps est plus léger. Donc c'est très agréable. Je mets au défi quiconque, quand on la voit comme ça, parmi d'autres personnes qu'il y a dans le bassin, de dire qu'elle est handicapée, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est vrai qu'elle est très jolie. Mais ça, elle ne veut pas le reconnaître, elle ne veut pas l'admettre. Mais elle est très très jolie. J'ai du mal à pouvoir concevoir que je sois jolie. Et que je plaise à mon Désirable. amoureux. Désirable. Elle est magnifique. Bah, je reste une personne à part entière et qui a besoin de tout ce qu'une femme peut avoir besoin dans sa vie. J'ai pas besoin que de soins. J'ai besoin d'être un corps pour un homme en fait aussi. Enfin, pour être regardée par quelqu'un qui m'aime. Malgré le handicap, Charles-Henri et Johanna pensent qu'avoir une vie sexuelle est un élément important de leur vie de couple. Au départ, pour la sensibilité et les relations intimes, tu m'as juste posé la question de savoir si je ressentais les choses, mais sinon, on ne s'est pas posé beaucoup de questions, parce qu'à partir du moment où je ressens les choses, après le manque de mouvement, on peut y pallier. Pour faire une caresse, Ouais, pour faire une caresse, il faut voilà. que je prenne son bras, et puis à la limite que je fasse le mouvement pour elle, pour qu'elle puisse avoir la sensation, parce que toute seule, sans force... Ouais, voilà, en fait, c'est ça, c'est que ça nécessite d'avoir des petites aides pour pouvoir faire le mouvement. C'est pas quelque chose qui m'a angoissée du tout. Moi non plus, à aucun moment. Ça s'est fait naturellement, et ça continuera à se faire comme ça. Ouais, voilà. Tu m'as appelé amour de moi. C'est pour m'aider. Charles-Henri se rend disponible autant qu'il le peut pour celle qui lui surnomme affectueusement Yo. Il pense même à quitter son emploi pour passer encore plus de temps avec elle. Et c'est vrai qu'il faudrait que les journées ne fassent pas 24 heures quand on est tous les deux, mais on fasse 36. Ce qui serait beaucoup mieux, parce qu'on sait très bien que dans tous les cas, on n'a pas 5, 10, 15, 20 ans devant nous. On sait qu'un jour ou l'autre, malheureusement, Yo partira. On fait pas un pari sur la longévité, on fait un pari sur la qualité. Et je pense que pour toi, ce sera peut-être plus facile après de te dire, bon, au moins, la vie, elle aura été bien, quoi. Intense. Vous êtes toujours ensemble? J'ai l'impression que vous vous séparez quasiment pas, quoi. Ah, toujours. Plus que jamais, même, je dirais. Ouais. Bah, on s'aime. C'est un couple à 3? Vous parlez du chien, le troisième, c'est ça? Elle est indispensable. Ouais. Quel est son rôle? Ciao, elle aide, elle me ramasse mes objets, elle m'ouvre mes portes, elle me permet un petit peu plus d'autonomie, mais surtout quand elle me permet de rester un tout petit peu toute seule, puisqu'elle aboie quand j'oublie de respirer, ce qui est de plus en plus fréquent en fait. Il s'agit d'une maladie neuromusculaire, Ouais. évolutive, qui vous laisse des moments de répit où vous pouvez profiter à 100% de ce qui se passe? Non, c'est une maladie neuromusculaire qui évolue très vite, qui me prive de tout mouvement, mais aussi de capacités vitales comme respirer. Et puis, comme on ne peut pas oublier, c'est que le cœur, c'est aussi un muscle et que il va être à un moment donné atteint par la maladie, donc pas de répit. Il y a 3 ans, je marchais. Il y a 2 ans, je n'utilise plus mon tronc, enfin, je ne tiens plus ma tête. J'utilise de moins en moins mes bras depuis cet été. Et j'oublie de respirer depuis quelques mois, ouais. quelques mois. Quels sont les grands moments que vous passez ensemble tous les deux? C'est tout simplement être ensemble, c'est se promener, c'est se faire des câlins, c'est m'accompagner dans ce que je peux faire. C'est vous accompagner ou vous faire oublier la maladie? La maladie, on ne l'oublie pas, on l'accepte. C'est la dépendance que j'accepte pas. Et c'est l'évolution si rapide. Parce que je faisais beaucoup de voile avant. Et je peux plus. Je peux plus, donc on adapte comme on peut. C'est non, tu m'aides pas à oublier la maladie, tu m'aides à faire avec d'une manière plus douce peut-être. Disons que je pense que la maladie est un peu moins difficile parce qu'il y a l'amour en plus. Vous avez cru à ce coup de foudre? Au tout début,
Tout début, j'y ai pas vraiment cru. Tout le monde connaît le film du dîner de cons. Je croyais que c'était moi l'enjeu du pari, en fait. Et je me suis dit qu'il y avait anguille sous roche, qu'il y avait un truc que j'avais pas saisi, parce que pour moi, j'étais devenue quelqu'un d'indésirable, parce que je m'aimais pas moi-même. Donc je me dis, personne m'aimera, et puis plus rien à foutre de ce corps. Et puis voilà, je me disais ça, plus rien à faire de mon corps, plus rien à faire de tout. Et puis je laissais trop de place à la maladie. Alors comment vous avez commencé à y croire? Il a été patient. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, c'était peut-être pas une blague. Quand même pas. Il a insisté? Non, il a pas. En fait, après, tout est venu naturellement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était possible d'être aimé, que c'était possible de vivre quelque chose, au moins. De fort. Bon, voilà, ouais. Même si ça allait pas. Moi, je me suis pas posé de questions sur combien de temps ça allait durer. De toute façon, personne ne peut. Hein. Personne ne sait ce que lui réserve son avenir. Je pense que c'est ça qui fait que la relation est peut-être plus intense, parce que personne ne sait au niveau de son avenir ce que demain nous réserve. Mais par contre, nous, c'est plus ou moins prévu à cause de la maladie, en fait. Donc du coup, on ose peut-être plus se dire qu'on s'aime, et on ose peut-être plus vivre les choses sans se prendre la tête, en fait. Vous avez été tenté au départ de refuser cet amour? Ouais, quand même, un petit peu au début, parce que je voyais mal comment ça pouvait s'organiser avec les soins, l'évolution, parce que je voulais pas faire forcément subir ma dépendance et ma dégradation physique, qui n'est pas forcément facile pour moi, mais pas forcément facile pour la personne qui s'attache à nous. Qu'en pensez vos proches, votre famille? Ah, sujet tabou? Ouais. Ah d'accord. No comment. No comment là-dessus, très bien. Vous avez posé la question, Dorine, aussi, quand Bruno est venu vers vous? Qu'est-ce qu'il pouvait bien vous trouver? Oui, oui, bien sûr. Et puis, j'avais du mal à croire en lui, en sa sincérité. Mais en fait, Bruno... Vous êtes venu dans le dîner de cons, vous aussi? Je ne m'exprimerai pas dans ces termes-là, mais bon, c'est vrai que Bruno aussi a un côté fonceur et tout est allé très vite. Il m'a demandé en mariage juste quelques semaines après notre rencontre. Là, vous avez cru à l'histoire quand vous vous êtes mariés? J'ai commencé à y croire, mais je me suis dit, de toute façon, la vie à deux, ça peut toujours être bancal. Pour moi, la vie de couple n'existera vraiment que lorsque l'on aura un enfant. Et quand il est arrivé? Quand il est arrivé, c'était... Il n'y a pas de mots pour décrire... Vous aviez quel âge quand vous avez rencontré Bruno? J'avais 30 ans. Donc oui, quand même, presque une quinzaine d'années après votre accident. Oui. Avant cela, pendant cette quinzaine d'années, qu'est-ce que vous aviez connu de l'amour? J'avais rencontré des garçons, mais en fait, c'était des aventures sans lendemain. C'était des garçons qui n'osaient pas s'engager. Enfin, il y avait donc vous aviez connu la déception amoureuse? Bien sûr, oui, celle qui fait mal, celle qui... Bien sûr. Parce que moi, j'avais toujours envie d'y croire, en fait, et voilà. J'étais toute seule à la seule à y au moment croire. de rencontrer quelqu'un qui vous dit cette fois-ci, c'est pour de bon, oui. Quoi. Mais Bruno était un garçon extrêmement gentil, délicat, et c'est vrai qu'il se comportait différemment des autres garçons, quoi. C'est un garçon qui est très simple, et j'ai décelé sa sincérité, quand même. Comment s'est passé le premier baiser? Le premier geste de tendresse et d'abandon, si j'ose dire? Avec Bruno? Ouais. Oui. Au début, c'est vrai qu'il y avait le côté, la découverte de l'un et de l'autre qui était quand même assez agréable, quoi. Et c'est vrai que Bruno a essayé de faire quand même beaucoup d'efforts pour essayer de me donner du plaisir, etc. Et il a essayé de faire preuve d'inventivité, quoi, quand même. Et on trouve des solutions dans ces cas-là, il faut le dire? Oui, mais c'est aussi lié à la nouveauté. C'est toujours excitant. Ce qui est nouveau est excitant. Donc voilà. Après, sur le long terme, il faut s'adapter. Il faut faire preuve encore plus de créativité, d'inventivité, pour ne pas s'enfermer dans un cul-de-sac. Alors Bruno n'est pas là aujourd'hui. Oui. Il était retenu par son boulot, mais on le verra s'exprimer dans ce reportage d'ici quelques instants. Comment s'est passé votre premier contact amoureux, le premier baiser?
comme pour vous. Ça remonte pas hier, c'est un peu facile. Non, de manière tout à fait normale. Disons que on est peut-être, enfin moi je suis peut-être handicapée, les autres personnes sont peut-être handicapées, mais on reste des personnes avant tout et notre cœur il n'est pas handicapé. Et Catherine Acté, bonjour Catherine, vous êtes sexopédagogue, dites donc, et le boulot. Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Accompagnement érotique et handicap, qui est le programme. Et donc vous travaillez au quotidien avec les couples qui sont confrontés au handicap, en tout cas pour l'un des deux. Quel regard vous portez sur ces histoires d'amour qu'on vient d'évoquer ? Alors, spontanément, évidemment, moi je trouve qu'elles sont extrêmement touchantes. Et j'aimerais dire qu'elles sont exactement le reflet de ce que nous vivons toutes et tous dans nos vies. Bien sûr que le handicap, ici ou là, conditionne la vie affective et sexuelle. Mais à quelque part, comme Yona vient de le dire, ouais, on s'est embrassé comme tout le monde et puis on est tombé amoureux comme tout le monde. Je veux dire, il faut vraiment pas qu'on crée du handicap là où il n'y en a pas. Par contre, on ne peut pas gommer totalement le handicap non plus. C'est-à-dire que parfois, effectivement, dans la vie du quotidien, ici ou là, ce handicap va faire qu'il faudra devenir créatif autrement, comme disait Dorine. Et on va parler de ces complications qu'il faut pouvoir dépasser pour pouvoir s'installer durablement dans son histoire d'amour. Avant cela, quand vous entendez Dorine parler de ses premières déceptions amoureuses, sur ses premières rencontres, est-ce que ce sont des choses auxquelles sont confrontées régulièrement les personnes handicapées dans leur vie amoureuse ? Oui, tout à fait. Comme nous tous. Nous avons tous eu des petites ou des plus grandes errances dans nos histoires amoureuses. Qu'est-ce qui change pour eux par rapport à nous ? Probablement quelque chose de l'ordre de la confiance en soi, qui est un peu plus compliqué. Et Dorine et Francine l'ont dit. Il y a l'image de soi quand même, avec ce handicap, qui conditionne quelque chose du premier engagement. Mais autrement, c'est partagé comme pour nous tous. Quelles sont les différentes motivations de personnes qui vont à l'encontre de quelqu'un qui est handicapé ? Je crois il y a l'amour, évidemment, il y a le grand amour. Oui, c'est tomber amoureux, voilà. comme pour tout le monde. Parfois aussi, c'est un amour qui peut se construire à partir d'une relation privilégiée ou d'une amitié. Je pense plutôt aux situations où la personne, durant son hospitalisation, a par exemple lié une belle amitié avec des soignants ou un soignant, et finalement l'histoire se transforme en une histoire amoureuse. Pourquoi pas ? Alors, est-ce que c'est à conseiller de faire à la fois le rôle de l'amoureux et le rôle de l'infirmier, ou de l'amoureuse et de l'infirmière ? Alors, moi j'aimerais dire que nous sommes très pluriels les uns et les autres. D'ordinaire, nous disons qu'en principe, ce serait préférable qu'une auxiliaire de vie puisse donner les coups de main qu'il faut pour les soins intimes, parce que changer les couches, voir les fuites urinaires, c'est peut-être pas très excitant sur le plan sexuel érotique. Et puis en même temps, il y a des partenaires de vie qui peuvent très bien assurer ça, et qui le font même avec beaucoup de plaisir et de sensualité. Donc je crois que les deux voies sont ouvertes. Entre l'infirmier et l'amoureux, vous vous situez... Je ne me suis jamais situé du côté de l'infirmier, moi. Je n'ai pas la casquette d'auxiliaire de vie, je ne pense pas. C'est d'ailleurs un petit peu le désaccord qu'on a avec Yo. Moi, j'ai toujours la casquette de l'amoureux, même quand je fais des soins, parce que c'est vrai qu'on a toujours des soins à faire avec une personne handicapée. Moi, je ne regarde pas ça avec les yeux, effectivement, d'un infirmier ou d'un aide-soignant. Je suis avant tout son amoureux. Je fais les gestes peut-être avec aussi un petit peu plus de tendresse et d'amour que n'importe qui. Et je fais abstraction complètement de tout ça. Ça vous gêne parfois, Johanna ? Alors moi, ce qui me gêne, c'est pas que ce soit lui qui le fasse, c'est que physiquement, je peux pas aider à grand-chose. Et j'ai l'impression de faire beaucoup moins que lui dans notre relation amoureuse. Et c'est ça qui est un petit peu difficile. Mais de recevoir plus que vous ne donnez ? Moi, je peux donner que de l'amour. Ah, c'est pas mal déjà. Et ça, c'est la question. Il y a beaucoup de handicapés de l'amour. C'est la question que se pose beaucoup Johanna, c'est vrai, c'est qu'elle reçoit beaucoup et elle est un petit peu complexée parce qu'elle n'arrive pas à rendre un petit peu la même chose. Francine, est-ce que c'est par peur d'être quittée que vous avez quitté votre conjoint, par peur de trop souffrir ? Non, c'est une décision que j'ai prise toute seule. Rapidement ? Rapidement, oui, très rapidement. Combien de temps après l'annonce ? Pratiquement 2 mois après l'annonce. Pour moi, j'allais plus lui donner l'image de la femme qu'il avait connue. J'allais me dégrader, j'allais me paralyser, je commençais déjà à boiter, etc. Donc j'ai préféré le quitter. Comment il a réagi, lui ? Très surpris. Parce que je ne lui ai pas annoncé d'avance. Je l'ai fait en 24 heures. Vous êtes parti comme ça ? Comme ça. C'est fou ça, il a essayé de vous retenir ? Et je dois dire qu'il n'a pas eu le temps de réagir. Parce que je suis partie l'après-midi chercher un appartement et le lendemain, j'avais le camion, je déménageais. Et vous vous disiez l'amour, c'est fini pour moi à ce moment-là ?
Ou il faut que je réinvente l'amour autrement? Non, non, mais de toute façon, pour moi, il n'était plus question d'amour ni de quoi que ce soit. J'étais une autre personne, j'étais devenue une autre personne. Je ne me reconnaissais plus. En quittant cet homme, est-ce que vous vous êtes posé la question, enfin, à l'inverse, si vous deviez rester avec lui, qu'il reste avec vous pour de mauvaises raisons, presque plus par pitié que par amour, si je peux me permettre? Oui, alors ça c'est une raison aussi, parce que lui, je sentais déjà devenir un petit peu plus... avoir un petit peu pitié, parce qu'il me disait, t'as pas de chance. Ou empathie pour vous? Il me disait, t'as pas de chance, t'as pas de chance, t'as une sale maladie, t'as pas de chance, donc... moi, je n'aurais pas voulu que cet amour se transforme en pitié, et puis c'est une chose que je n'aurais pas supportée. Quelle image vous aviez de vous-même à ce moment-là? Oh, très vilaine, très mauvaise. Je me sentais plus femme, je me sentais plus désirable, je me sentais plus belle. Bon, premièrement, j'avais des soins à la cortisone qui m'avaient fait enfler. J'avais une image de moi complètement détruite. Et pourtant, quand vous envoyez les exemples de Johanna ou de Dorine, comment vous réagissez? Oui, mais là, je pense que là, ils se sont choisis comme ça. Et c'est ça très change différent. tout d'avoir connu votre conjoint valide, pour vous, ça change beaucoup? Oui. Mais c'est une opinion toute personnelle. Bien C'est-à-dire sûr, que c'est votre expérience. mon conjoint m'avait choisi femme valide, très active, très sportive, etc. Prof de danse? Professeur de danse, oui. Professeur, pardon, j'ai dit prof. Oui, bon, on dit prof de danse. On dit toujours prof de danse. On veut bien parler, c'est pour ça. Oui, on dit avec professeur. le maintien aussi qui Ben, est le lié, maintien, à cette tout, profession. le corps qui suivait, l'activité, puis monter les spectacles, enfin la créativité, tout. Et là, j'allais devenir une personne... Différente pour vous? Complètement. Et vous êtes dit, est-ce qu'il peut rester amoureux de la même personne, d'une personne différente que celle qu'il avait connue, en tout cas? Oui, et pour moi, c'était... Et pourtant, il s'est accroché, hein? Oui. D'abord, il n'a pas supporté la séparation. Ensuite, un an plus tard, il n'a jamais cessé de vous aimer. Lui, il est revenu vous rechercher. Oui. Et vous l'avez suivi? Et là, j'ai suivi. Ouais. Ça a dû être un moment d'émotion assez fort, quoi, j'imagine. Oui, mais je l'ai suivi sans trop y croire. Sans trop y croire. Et combien de temps vous êtes repartis ensemble tous les deux? On est repartis un an ensemble. Et cette vie que vous avez partagée pendant un an, qu'est-ce qu'elle représentait pour vous? Ah bah pour moi, ça n'allait pas du tout. Je me sentais pas à ma place. À cause de son regard à lui? Non, à cause de moi qui n'étais plus... je me sentais plus une femme, je me sentais plus... Quand je me promenais dans la rue, qu'il fallait que je m'accroche... J'osais pas prendre ma canne, je lui donnais le bras, et ça, je supportais pas. Et quand vous êtes partis une deuxième fois, comment il a réagi? Encore plus surpris. Encore plus surpris? Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit cette fois-ci? Rien. Même pas la deuxième fois? Non. Vous êtes un peu dur, hein, je trouve. Hein. Non, parce que moi j'ai toujours eu dans l'idée que la souffrance physique et psychique, parce qu'on est en souffrance psychique aussi quand on rentre dans un monde de handicapés alors qu'on n'y est pas préparé, ça ne se partage pas. Quel regard vous portez, Johanna, sur cette histoire? Alors moi, je comprends tout à fait votre manière de percevoir les choses. Je le comprends parce que quand on est atteint d'une maladie grave, évolutive, et qui plus est dégénérative, c'est pas forcément facile de retrouver une identité et de retrouver sa place. Pourquoi? Parce qu'il y a les regards qui sont différents. Et moi, je comprends tout à fait votre manière de voir les choses, parce que je pense que si j'avais été en couple au moment de l'annonce de mon handicap, j'aurais peut-être réagi comme vous. Pourquoi? Parce qu'il faut s'apprivoiser avec un nouveau corps et on ne veut pas imposer notre maladie. Voilà. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Ou quelques autres? Je ne sais pas. Depuis une ou deux personnes, oui. Valide ou en fauteuil? Valide. Donc des personnes que vous ne connaissez pas avant? Non. Et ça a changé beaucoup de choses dans votre relation avec eux? En fait, je les ai pas gardés, j'ai pas voulu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient valides. Et pourtant, vous avez connu après l'annonce de la maladie. Ah, j'étais déjà invalide. Et pourquoi? Pour ne pas les embarrasser ou... Non, parce que je ne pensais pas à une relation durable avec eux. C'est tellement difficile, nos maladies aussi, que oui, on peut comprendre qu'on n'ait pas envie d'être aimé. Et, enfin, pour moi, ça a changé parce que Charles-Henri est là, mais c'est tellement des maladies difficiles
c'est tellement des moments de doute. Mais pourquoi ça marche pour vous, Johanna? Pourquoi ça marche pour moi? Parce que j'ai trouvé une personne qui a gagné, voilà, qui a Cet fait en espoir, sorte... Francine, de trouver une personne qui vous corresponde? Oui, mais dans le monde des invalides. Après, moi, je ne me suis pas posé de questions, c'est-à-dire que c'est au moment où je m'y attendais le moins que c'est arrivé et que c'est parce que tu as pris le temps de venir vers moi que j'ai appris à me laisser à nouveau aimer. Mais en début de maladie, en début de handicap, moi, je peux comprendre la réaction de Francine. Qu'est-ce qui fait que ça colle avec Bruno et que ça évolue bien? Eh ben, ce qui fait que ça colle, c'est qu'on a des projets. On s'est mariés, on avait un projet d'avoir un enfant ensemble. Là, on est tous les deux un petit peu des aventuriers. Enfin, on ne vit pas de grandes aventures, hein, mais... La vie quotidienne est une aventure, j'ai l'impression. Oui, on aime quand ça bouge, on aime on a quelques points communs. Mais en même temps, moi, en fait, le fait d'être seule, par rapport à Francine, la solitude m'effraie tellement, je me sens tellement désemparée lorsque je suis seule que je préférerais presque être mal accompagnée qu'être seule. C'est qu'être seule. C'est quelque chose qui me terrifie. Non. Pas vous, Francine? Non. Oui. On va voir que ça se passe bien, mais j'ai l'impression quand même, on va le voir dans ce reportage dans un instant, que vous êtes toujours un peu dans le doute, quoi, de savoir s'il vous aime pour de bon, que vous questionnez de savoir si vous lui apportez suffisamment de ce qu'il peut attendre de la vie. Oui, ben, en même temps, on est un jeune couple, ça fait 2 ans que l'on vit ensemble. Je sais que Bruno se retourne derrière les jolies filles qui passent dans la rue, mais n'empêche que... Et vous, sur les garçons? Moi aussi. Mais je lui fais confiance. On verra comment vous débrouillez avec tout ça dans un court instant, juste après ce message de la rédaction de Toute une histoire qui vous concerne peut-être. Vous avez souffert d'être un bouc émissaire. Enfant, on se moquait de vous. Adulte, on vous envie. Votre enfant est le souffre-douleur de son école. À force d'être la risée de tous, votre enfant a tenté de mettre fin à ses jours. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de Sandrine. Séropositive, elle a décidé malgré tout de faire un enfant il y a 14 ans. T'as été ma bouée de sauvetage, t'as été ce qui m'a donné envie de continuer, de m'en sortir. Et c'est vrai que je te remercie à toi d'être là et de m'accompagner tous les jours. Et aussi l'histoire de Linda. Atteinte de la mucoviscidose, elle a mis sa vie en danger pour donner naissance à Manon, sa petite fille âgée aujourd'hui de 5 ans. Je le savais, il y avait un risque de dégrader ma santé. Les médecins me l'avaient dit. Mais bon. Je voulais avoir Manon, du moins je voulais avoir un bébé, un enfant, pour pouvoir combler ma vie, parce que je trouvais que même si on était malade, on avait le gros bonheur. Christine, quel regard vous portez sur la position de Francine? J'ai pas forcément le même regard, parce que moi, quand on m'a annoncé que Pascal allait être handicapé, ça ne m'a pas fait grand-chose, parce qu'en fait, je ne savais pas très bien où j'allais. Le handicap, c'était quoi? Bon, un homme assis, bon, d'accord. On a vécu comme ça longtemps, nous avions une vie normale, mais c'est vrai que le handicap évolue. Et ça, quand il évolue, c'est là que les conflits commencent. À quel moment votre regard sur votre conjoint a commencé à changer? A changé, eh bien, quand il a subi sa très lourde opération, et effectivement, je n'étais pas préparée. Ça aussi, ça a été une erreur. Je l'ai vu, et j'ai été terriblement choquée, et je suis restée sur cette image pendant longtemps. Oui, dans un état de sidération, quoi, oui. sans pouvoir Parce trop que savoir quoi faire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit incontinent. Ça m'a mis en état de choc, oui. C'est à cause d'une hernie dorsale maligne, hein, oui. que vous avez donc dû être opéré en 2002, Pascal. Depuis, votre handicap a évolué. Vous avez perdu beaucoup en autonomie. Vous avez évidemment toute votre tête, toute votre énergie. Oui, absolument. Mais des difficultés à vous suffire à vous-même, si j'ose dire. Qu'est-ce qui a changé de votre point de vue dans votre couple depuis cette date? Depuis cette date, il y a eu un regard de ma propre personne déjà qui a été négatif et sur moi-même. Mais il y a eu aussi le fait que je n'avais plus d'épouse. Tout d'un coup, je n'avais plus d'épouse. Pourtant, vous étiez ensemble encore. Oui, mais je n'avais plus d'épouse. Ça n'a pas duré, effectivement. Comment vous l'avez ressenti?
Très très mal. À quoi vous l'avez ressenti? Plus de tactile, plus de toucher. Bisous? Non. Tendresse? Rare. Très rare. Oula, attention, ça milite, ça revendique là. Hein. Mais c'est ce point de vue, de ma part, a changé, même s'il est resté effectivement quand même pas mal de temps, de ma part, a changé dans le sens où je me suis dit, c'est pas de sa faute en fin de compte. Non. Voilà. Christine a été désarçonnée, on l'a bien compris, hein. Surprise et ne sachant plus trop quoi faire. Est-ce que vous avez pu continuer à aller vers votre femme en termes de tendresse, à essayer de faire en sorte de lui donner confiance en ce qui se passait? J'ai toujours été demandeur. Et j'ai toujours essayé de faire en sorte que, mais il y avait un refus qui était clair et net. Vous ne pouviez pas? Non. Et comment vous le disiez? Eh bien, d'abord, j'étais très tendue. J'étais désagréable. J'étais, oui, effectivement, épouvantable. Et pour que je prenne conscience de tout ça, il a fallu quand même que quelqu'un intervienne. Parce que au départ, je pensais que j'allais tout gérer. Donc j'étais l'aide de vie, j'étais l'infirmière, j'étais la super épouse qui voulait tout faire. En fait, non, c'est trop lourd à porter. Oui, c'est insurmontable. C'est insurmontable. Mais ça, il m'a fallu le vivre pour le comprendre. Donc, quand j'ai pris conscience qu'il était quand même très, très malheureux par ma faute, parce que je ne m'en rendais pas forcément compte. Je pensais qu'il était simplement malheureux de son handicap. Mais non, il manquait de tendresse, il manquait, de démonstration d'amour. Je ne m'en rendais pas forcément compte. Il a fallu prendre du recul, faire intervenir des gens qui prennent ma place. Respirer un peu, partir en vacances seul avec votre fils, vous nous avez Alors dit. Ça, c'est très important. Mais seulement, il a fallu aussi que je ne culpabilise pas de partir. Parce que moi, partir sans mon mari, c'était inconcevable il y a quelques années. Je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à le comprendre. Et c'est vrai que maintenant, à force de parler, on a compris tous les deux qu'il fallait ça pour que je puisse avancer. Ça va mieux depuis? Ou c'est encore difficile? C'est encore très difficile, mais ça va beaucoup mieux. Il y a plus de tendresse? Oui, quand même. Il y a, pas assez, il y a, pas assez, non. Il y a un gros effort qui a été fait. Et l'effort, il faut le dire franchement, on a eu la possibilité d'avoir une psychologue qui est intervenue effectivement dans notre couple et qui nous a, d'un tableau extérieur, enfin d'un point de vue extérieur, a pu nous faire voir effectivement ce que nous ressentions réellement l'un pour l'autre. Qu'est-ce qu'il a déclenché en vous? Et le fait qu'en fin de compte, on s'aimait toujours malgré ses difficultés. Ouais, c'est ça. Et ça nous a permis de faire en sorte d'arranger les choses qui n'allaient pas pour pouvoir progresser. Alors, qu'est-ce qui va mieux aujourd'hui, concrètement? Déjà, on peut se parler sans se disputer. Ouais, ben ça, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. On peut aborder les problèmes, les vrais problèmes, bon, même si je ne les ai pas encore dépassés, parce que accepter, je les ai acceptés. Mais maintenant, il faut que je surpasse. Et c'est vrai que, on y travaille. On bosse. Comment vous bossez là-dessus, Christine? On discute. Vous discutez beaucoup? Non, c'est vrai qu'on parle beaucoup. Et puis moi, j'ai un mari qui dédramatise toutes les situations. Et ça m'aide énormément. Il remet toujours les choses en place. Il ne m'accuse pas de tout. Donc ça, c'est vrai que ça m'aide énormément. Quelles sont les situations qui vous dérangent le plus aujourd'hui encore? Les vacances. Quand vous partez seul avec votre fils? Non, si nous partions tous les deux. C'est pour ça que je pars seule. Pourquoi? Parce que quitter mon appartement, déjà, ça me demande un énorme effort, parce que je ne suis plus en sécurité. Parce que chez moi, il peut se passer quoi que ce soit. J'ai les réflexes C'est le handicap qui vous a rendu pleureuse comme ça? Oui, ça c'est le handicap, oui. Parce que ça, c'est vrai que s'il arrivait un accident à l'extérieur de ma maison, de mon appartement, je n'assume pas. Si, je sais quoi faire. Mais je n'assume pas forcément. Pourquoi? C'est bizarre, ça? Oui, c'est bizarre parce que j'ai le regard des autres. Quand nous sortons tous les deux, j'ai l'impression, mais bon, c'est pas toujours une impression, que tout le monde nous regarde. Vous êtes tenté de cacher Pascal, parfois? Non, jamais. Non, jamais. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il soit tiré à quatre épingles? Ah ouais, nickel. Nickel. Rien ne dépasse, les chaussures bien mises, nickel. Dorine, quel regard vous portez sur la franchise de Christine à exprimer ses difficultés de vivre avec son conjoint? Oui, par certains côtés, je reconnais un petit peu Bruno aussi, parce que pour nous non plus, tout n'est pas rose, on se dispute souvent. À quel sujet, généralement? Des sujets, justement, pour les problèmes de matériel, enfin technique, comme ça. C'est vrai que Bruno, je trouve qu'il est un garçon courageux, il a beaucoup de choses à supporter. Par exemple, maintenant qu'on a un enfant, il doit plier le fauteuil, ranger la poussette dans la voiture, charger le bébé. Il assume énormément de choses. Et puis,
Des fois, peut-être trop, et pour un détail, eh ben, on va se disputer. Mais enfin, encore, pour nous, ça va, parce que je suis en fauteuil manuel. Mais j'appréhende, on en discutait tout à l'heure, j'appréhende moi aussi l'avenir, le jour où j'aurai des difficultés à me mouvoir dans mon fauteuil et qu'il faudra que je me mette en fauteuil électrique, et un jour ça arrivera. On va regarder ce reportage. Vous êtes en couple avec Bruno depuis quelques temps maintenant. J'ai l'impression que vous vous sentez enfin vous-même, et aimé pour ce que vous êtes. Le handicap ne prend pas toute la place entre vous. Et on ne peut pas dire que Bruno vous assiste de trop, en tout cas. Oui, il me remet en place aussi. Il sait me remettre en place. Quand je lui demande trop, je aussi... Et il vous pousse, hein. Il est derrière vous, quoi. J'ai l'impression qu'il vous pousse à faire un maximum de choses par vous-même, en tout cas. Ah oui, il fait en sorte que je me laisse pas trop aller, et puis... C'est ce reportage. Tiens. Bon. Tiens ton drap. Aïe. Tiens mon nom. Franchement, tu peux le changer toi-même. Ah non, allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Non. Aide-moi. Regarde-moi ça. Tu m'enlèves ça, c'est trop long ou non? T'exagères. Non, c'est toi qui exagères toujours. Hein. T'en profites toujours un peu. Hein. Bon, je t'enlève ça, ok, mais le reste, tu le changes toi-même. D'accord? Au départ, ça me vexait hein, quand je lui demandais quelque chose et qu'il voulait pas le faire parce que il comprenait pas que c'était parce que j'étais aussi fatiguée que je lui demandais de faire cette chose-là. Au départ, ça allait jusqu'à la dispute quand même. Hein. Mais aujourd'hui, je le prends mieux parce que il fait aussi ça pour pas trop que je me laisse aller finalement. Mais c'est pas parce que t'es handicapé hein, que je le fais. Non, bien sûr que non. C'est pourquoi, alors? Parce que tu m'aimes. Quand Dorine rencontre Bruno il y a 3 ans, elle est déjà en fauteuil. Et depuis le début de leur histoire, Bruno n'hésite pas à la bousculer quand il estime qu'elle pourrait très bien se débrouiller toute seule. Tiens, ça tu peux aller le mettre au sol au moins. Ouais. Bon, ça va. Il faut qu'elle comprenne, c'est pas parce qu'elle est en fauteuil qu'elle peut rien faire. Il faut qu'elle soit comme une personne normale, tout ce qu'elle peut faire. Elle doit pouvoir le faire. Bruno et Dorine se sont mariés 3 mois après leur rencontre. Pourtant, avant de la connaître, Bruno n'aurait jamais imaginé partager sa vie avec une femme en fauteuil. J'aurais pas pensé qu'une personne en fauteuil pouvait sortir avec... Une personne valide. Une personne valide. Je pensais qu'une personne en fauteuil sortait avec une autre personne en fauteuil. Qui veut des catégories, en fait. Voilà, exactement. Tu sais, ton fauteuil, j'y ai pensé peut-être... les 3 premiers jours de notre rencontre, c'est-à-dire à ton fauteuil, est-ce que ça va me gêner, les contraintes, est-ce que ça va te limiter, est-ce que ça va me limiter. Puis après, je me suis dit, bon, il y a ton fauteuil, c'est vrai. Mais il y a un homme valide à côté de toi. Donc, on va faire un tout et que ça fasse une personne et demie valide. Avant toi, j'avais aucune raison de me lever le matin, tu vois, par exemple. Avec toi, j'ai redécouvert que ma vie pouvait prendre un sens et que, à nouveau, je pourrais faire des projets de bébé, des projets d'avenir, quoi, parce que tu serais là pour m'accompagner. Tu m'as donné ce qui me manquait, finalement. Tu me prêtes tes jambes, quelque part, et toi, en fait, tu as bouleversé ma vie. Depuis que Bruno a fait d'elle une femme et une mère, Dorine se sent enfin l'égale des femmes valides et s'épanouit en femme au foyer. Auparavant, je voyais pas la nécessité de cuisiner, de faire des plats pour moi toute seule, quoi. Ça n'avait aucun intérêt. Maintenant, tu aimes bien la cuisine, comme une vraie femme. L'intérieur. À cause de son handicap, Dorine ne ressent aucune sensation sur tout le bas de son corps. Bruno a appris à lui donner du plaisir autrement. Tu te rappelles, j'essaie de trouver quelques petits trucs pour des choses nouvelles, pour essayer que tu aies un peu plus de plaisir. Ouais. Et tu ressens une différence par rapport aux autres femmes C'est plus des préliminaires, c'est préliminaire tout le temps. Voilà, c'est caresse, massage. C'est ça la bonne différence. On vit un petit peu comme un couple, c'est vrai, un couple de personnes âgées, quoi. Il y a beaucoup de tendresse entre nous, beaucoup de gestes tendres, d'affection, mais bon, c'est vrai que ma vie intime est un peu perturbée, quoi, du fait que je sois handicapée. Il y a 6 mois, Dorine est devenue maman d'une petite Charline. Porter et mettre au monde un enfant
Qu'est-ce qui a changé dans votre vie le jour où vous êtes devenue maman? Ben, j'ai eu le sentiment d'enfin de redevenir l'égale des autres femmes. Bon, une femme qui reste handicapée, mais une femme beaucoup plus complète qu'auparavant, quoi. Avec une vie plus accomplie. Plus accomplie, oui. Vous dites que Bruno, en vous épousant, en faisant de vous une mère, ensuite a changé votre vie. Alors la question, je vais l'inverser. Qu'est-ce que vous pensez lui avoir apporté à lui, dans sa vie à lui? Ce que je lui ai apporté, je pense, je lui ai apporté la sécurité affective dont il a pu manquer. Qu'est-ce que je lui ai apporté? Je ne sais pas, en fait. Il y a une manière d'inventer aussi une autre sexualité qui satisfait les deux personnes, y compris vous-même, je veux dire? Oui, au départ surtout, mais c'est vrai qu'avec le temps, notre couple s'est installé. Peut-être qu'aujourd'hui, on a moins besoin on arrive à compenser autrement, quoi, en fait. Il y a des petits plaisirs qui ne sont pas du niveau de l'orgasme, mais qu'on appelle le para-orgasme, c'est bien ça? De quoi s'agit-il? Alors, le para-orgasme, c'est une expression qu'on utilise parfois pour faire allusion à d'autres plaisirs que notre corps peut nous offrir. Parce que nous, on pense toujours que c'est qu'au niveau du sexe, des organes génitaux, qu'on va jouir. Or, nous avons des zones sensibles dans notre corps, et ça, c'est à redécouvrir pour chacun et chacune, qui peuvent nous procurer des grands plaisirs, des belles satisfactions, qui peuvent approcher tout à fait une satisfaction dite de l'orgasme, mais comme ce n'est pas l'orgasme génital, on appelle ça un para-orgasme. Mais c'est un plaisir qui est fort. Qui est très fort. Et dans les couples, on redécouvre ça. C'est ce que peut-être les personnes valides pourraient aussi se mettre en chemin à redécouvrir, d'ailleurs. Entre elles même, ne serait-ce Oui, qu'entre elles. absolument. Johanna, c'est ce que vous ressentez auprès de votre compagnon? Alors moi, j'ai quand même une chance, c'est que j'ai pas de muscles, mais j'ai toute ma sensibilité, contrairement à d'autres. Non, mais c'est vrai que c'est une chance de pouvoir ressentir des choses dans son corps. Bon, après, je peux rien entreprendre si Charles-Henri m'aide pas, par exemple, à faire une caresse ou quoi que ce soit. Bon, quant à reconnaître d'autres zones de plaisir, j'ai pas encore... Ça, je sais pas trop. Tout à l'heure, en rigolant, je disais les dents, peut-être, mais non. Non, ça fait rien du tout. Mais non. Vous, Christine, qu'est-ce qui vous bloque dans vos élans de tendresse aujourd'hui? Déjà, comme Pascal ne peut plus faire l'amour... Vous voulez plus? Non, étant incontinent, non, il ne peut plus. Donc moi, je me vois mal. Justement, il faut réapprendre. Et c'est vrai que ça me gêne qu'il ne puisse plus le faire. Mais comme il me dit tout le temps, il y a autant de plaisir à donner qu'à recevoir. Ce que tu me dis souvent. Plus même. Voilà, c'est ça. Normalement. Donc, en fait, c'est vrai que je médite quand même là-dessus et je me dis, c'est vrai, pour lui, c'est... Je pense que me donner... Oui, non, mais dans notre situation, je pense que lui, oui, c'est important. Éric, est-ce que vous parvenez à faire comme Pascal la part des choses? Pas vraiment, non. Non. Non, je dirais qu'avec l'évolution donc de ma maladie, les relations intimes viennent de plus en plus difficiles et ça me pose pas mal de difficultés. Ça vous touche dans votre virilité? Pas dans ma virilité, mais disons dans mon orgueil de mâle. Je veux dire, je deviens passif. Ah oui. Je ne subis pas l'amour, mais j'attends quelqu'un, disons, de créatif et qui doit prendre l'initiative. Vous parlez bien de celle qui est à votre gauche depuis 20 ans, c'est ça? Voilà. D'accord. Véronique, donc il a fallu changer un petit peu les rôles et prendre les initiatives. C'est pas toujours facile pour une femme? Non, c'est pas facile. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, oui. Mais on y travaille. C'est-à-dire que vous avez inversé en fait les prises d'initiative par rapport à ce que vous avez connu dans le passé? Oui, et puis il y a tout qui change. On peut plus s'amuser partout dans la maison. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réinventer tous les jours, mais pour tout, pour la vie intime, mais pour manger, pour vivre. Mais la vie intime aussi. Où est-ce que vous en êtes, Christine et Pascal, aujourd'hui? Alors, parce que vous dites ça va mieux, ça va pas encore bien, mais quels sont vos prochains objectifs à tous les deux? Partir en vacances. Réussir à partir en vacances ensemble. Parce que je pars en vacances toute seule depuis pas si longtemps que ça, depuis 2 ans. Moi, je regrette, malgré tout, même si les vacances ne se passaient pas forcément bien, c'est des moments où le couple se retrouve. Et je n'ai plus ça pour me retrouver, pour reconstruire peut-être quelque chose. Donc, des vacances. Mais si on repart tous les deux, déjà, je n'emmènerai pas mon fils. Déjà, retrouver votre relation d'amour à tous les deux. Absolument. C'est quelque chose que j'envisage et de pas l'emmener, de le laisser à ses frères et qu'on parte que tous les deux.
Et profiter de la vie, du moment qui passe. On dit que la vie est courte, hein, c'est un voyage qui passe vite. Autant le faire au 7e ciel, autant le faire de manière la plus intense possible. Et c'est valable pour tous ceux qui nous regardent, c'est valable valide ou invalide. On sent que Johanna arrive parfaitement à le vivre, ça, par exemple. Qu'est-ce qui vous retient, vous, Christine, aujourd'hui? J'ai pas assez de recul et c'est difficile de changer. On faisait l'amour d'une certaine façon et là maintenant il faut changer. Et c'est vrai que pour moi je suis assez réticente. Mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément besoin de ça. Et moi je bloque là-dessus. Lui il veut de l'affection. Et j'ai du mal, c'est vrai, je le fais, mais c'est... Non, c'est pas exceptionnel. Mais je veux dire, c'est vrai que j'ai du mal, voilà. Oui, ça fait quelques années que vous n'avez pas eu de rapport amoureux ça fait 4 ans. 4 ans. C'est ce que tu en disais, ouais. Donc ça, c'est un objectif, j'imagine, pour vous? Disons que non, ça ne l'était pas au départ, mais maintenant, oui. Parce que, justement, notre histoire évolue bien, et maintenant, ça nous manque, et ça me manque aussi, parce que je me suis habituée à tout, ça y est, j'ai quand même digéré beaucoup de choses, donc maintenant il faut aller plus loin. Mais ça vous manque avec lui, ça vous manque pas tout court? Ça me manque avec lui, bien sûr, j'ai pas envie d'aller... Donc à bientôt sur ce plateau pour nous dire comment vous aurez passé vos premières vacances ensemble, tous les deux, depuis l'annonce du handicap en tout cas. Oui, je voudrais. Ouais. C'est beaucoup d'espoir tout ça, je trouve. Merci à tous de m'avoir partagé.